Bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire du jour. Avant de commencer, et pour répondre à quelques questions habituelles et usuelles, le contenu du webinaire vous sera transmis par email à la suite de la présentation. Je vous l'enverrai directement dans vos boîtes mail. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, j'y répondrai soit directement, soit à la fin de la présentation. Donc, normalement, tout fonctionne bien. On va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce webinaire, le sujet du jour va parler d'analyse sémantique et de comment construire un plan d'action opérationnel avec Vocasa Emotion. Donc pour le sommaire, on va vous présenter qui nous sommes chez Vocasa, on va vous redonner les objectifs du plan d'action opérationnel, vous faire une présentation de Vocasa Emotion et également des suggestions de construction de plan d'action pour que vous puissiez bien vous immerger dans la thématique et dans la problématique. Qui sommes-nous ? Alors, pour résumer très simplement, Vocasa, c'est plus de 18 ans d'expérience, plus de 40 experts et 300 clients qui travaillent sur une plateforme SaaS de management de l'expérience client, avec pour mission de vous donner les moyens de connaître, de maîtriser et d'améliorer votre expérience client. Là, vous voyez quelques noms que vous connaissez peut-être parmi les références. Et du coup, notre métier, c'est à la fois de faire des enquêtes, créer, diffuser, analyser, mesurer la satisfaction, piloter l'amélioration continue, tout en facilitant l'adhésion des équipes. On va d'abord se concentrer, comme je le disais, sur la partie quels sont vraiment les objectifs d'un plan d'action opérationnel, notamment dans le domaine de l'analyse sémantique, et du coup dans l'analyse de verbatim. Tout d'abord, l'objectif, c'est de piloter de manière efficiente et structurée son projet d'amélioration de l'expérience client, et cela en continu. Ça va passer par plusieurs étapes. La première, ça va être l'identification des principaux enchantements et des principaux irritants clients. Car ça va vous donner une indication claire de là où ils se trouvent, et les risques d'attrition également qui peuvent être les plus élevés, le taux de churn par exemple, ainsi que les opportunités de croissance les plus fortes afin de pouvoir capitaliser dessus. On va prioriser les actions à mener dans un premier temps pour corriger ces risques d'attrition, réduire le churn. Il faut toujours se rappeler que le coût d'acquisition d'un client est 5 fois ou 7 fois supérieur, selon les études, à celui de la fidélisation de ses clients existants. Dans un second temps, il va falloir capitaliser sur ses points forts, valoriser du coup les points de satisfaction client. Et un plan d'action va viser à la fois à apporter des actions correctives pour s'améliorer, mais aussi à utiliser ses forces pour acquérir et attirer de nouveaux clients. Tout ça, ça va se faire grâce à l'analyse sémantique. Le constat, c'est le suivant. Globalement, on se dit tous qu'on manque d'informations sur des éléments stratégiques essentiels. Et malgré tout, les répondants, les internautes, quels qu'ils soient, nous donnent beaucoup d'informations, notamment dans leurs réponses aux questions ouvertes à l'intérieur des enquêtes. Et il est primordial du coup de bien les analyser. Les entreprises aujourd'hui, elles éprouvent un sentiment de frustration de ne pas pouvoir exploiter concrètement et convenablement les commentaires des questions ouvertes. Et pourtant, ces quantités-là, elles ne cessent d'augmenter. Et nous, dans les études qu'on peut produire, on se rend compte, selon en effet les secteurs, les études B2B, B2C, etc., ça fait quand même des grands écarts, mais ils sont généralement remplis à 40 ou 70% du total des réponses. Donc c'est vraiment des mines d'or. Il y a une explication tendancielle à tout ça. Plus ça va, plus les gens s'expriment de façon ouverte sur leur expérience client. Et ça passe évidemment par les questions ouvertes à l'intérieur des enquêtes. Analyser cet ensemble d'informations, c'est vraiment une mine d'or pour actionner les bons leviers d'amélioration de l'expérience client. L'analyse sémantique, elle, va nous permettre d'exploiter à 100% ces feedbacks clients pour comprendre les raisons précises de la satisfaction et de la satisfaction exprimée par eux. On va maintenant se plonger véritablement au cœur de l'outil d'analyse sémantique en vous donnant des exemples que j'espère le plus concrets possible pour vous. Alors pour ça, je dois naviguer un peu. Donc ici, je vais d'abord vous montrer un écran qui reprend surtout des éléments très fermés, sur des questions fermées, comme le Net Promoter Score. C'est un exemple de tableau de bord d'un parcours client. On analyse à la fois la partie site web, la partie livraison, etc. Et sur la partie livraison, on se rend compte que notre Net Promoter Score est à 32, mais qu'il baisse de 3 points par rapport à l'année précédente. Donc il y a sûrement des raisons à tout ça. Pour regarder ces raisons, on va pouvoir aller dans l'outil d'analyse sémantique.
Et on va montrer comment on peut s'immerger véritablement dans cette thématique. Ici, on va retrouver, alors, dans cette analyse et dans cette page d'accueil de l'analyse sémantique, des grands indicateurs. Le Net Promoter Score, par exemple, le nombre de commentaires, le nombre de verbatim, le taux de verbatim positif et bien d'autres. On considère généralement qu'on arrive à traiter environ 95% de ce qui est dit dans les commentaires, parce que parfois on a des commentaires avec des personnes qui nous mettent NSP, blablabla, XY, etc. Et ça, ce sont des éléments qu'on ne peut évidemment pas traiter parce qu'ils n'ont pas de sens, tout simplement. Donc on a cette page d'accueil qui montre déjà pas mal de choses, mais on va aller directement dans cette partie thème. Dans cette partie thème, on a d'abord des cercles de répartition du sentiment, donnés à l'intérieur du verbatim. Des répartitions par grand thème. Tout ça, ça a été identifié par l'analyse sémantique, par le moteur d'analyse sémantique, et on va pouvoir comprendre quels sont les éléments principaux qui ont été identifiés. Ce qui est très important, c'est que pour identifier ces thèmes, il n'y a pas besoin d'avoir posé des questions liées à l'interaction avec le livreur, la planification de la livraison, le transport des colis, etc. C'est vraiment relié à la recherche à l'intérieur des verbatims que l'on peut retrouver tout ça. Une étude de ces thèmes va permettre plus tard de constater que chacun d'entre eux contient plusieurs sous-thèmes, eux aussi évoqués plus ou moins positivement, parce que, comme vous le voyez ici, là, à chaque fois, on a le degré de positivité ici et degré de négativité là. Donc avant de zoomer à l'intérieur de tout ça, je vous montre un autre tableau. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau des thèmes majoritaires. Alors je retrouve ici, dans la même rubrique, les mêmes thèmes que précédemment, mais présentés différemment. Le premier tableau, ce premier tableau-là, il les classe par ordre d'importance. Plus ils sont évoqués, plus ils sont importants pour mes clients. Je retrouve du coup les interactions avec le livreur, qu'on a vu tout à l'heure. C'est le thème le plus évoqué, puisque quasiment 50% des gens qui me parlent de l'interaction avec le livreur. C'est donc un thème très important. En dessous encore, on a la notion de thème différenciant. Là, un rapide coup d'œil sur ce second tableau m'offre vraiment une information supplémentaire. Je sais que les interactions avec le livreur sont le thème le plus évoqué, mais je vois également que c'est aussi celui dont le taux de verbatim positif est le plus haut par rapport à tous les autres. Il est 5 points plus haut que la moyenne, et c'est ce qu'on visualise ici. En effet, le taux de verbatim moyen est de 26%, alors que celui de ce thème est de 31%. Et vu qu'on a en plus une masse de données, il y a un impact qui est évident et qui est très fort. Ces premières informations m'indiquent que les interactions avec les livreurs semblent être un signal fort positif. Fort parce que très souvent évoqué, quasiment 50% des personnes, et positif parce qu'évoqué favorablement, voire très favorablement dans cet exemple. Mais finalement, comment je vais savoir sur quoi m'améliorer ? Alors, bien sûr, je pourrais faire le même exercice sur les autres thèmes, mais pour faciliter la compréhension de cette présentation aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité très pratique qui nous permet de synthétiser les actions à mener sur la base de la voix de mes clients, et c'est ce qu'on va appeler une matrice de satisfaction. Cette matrice, c'est très simple. Ici, à la place d'avoir des cercles dont on parlait tout à l'heure, on va avoir la possibilité de sélectionner une matrice. Automatiquement, tous mes grands thèmes vont être classés selon un axe des ordonnées, qui va exprimer la volumétrie, et un axe des abscisses qui va exprimer la satisfaction. Dans notre exemple, on voit qu'on a différentes catégories. Alors, la catégorie « agir vite », ce sont ce qu'on appelle des signaux forts négatifs. C'est une forte volumétrie corrélée à une forte insatisfaction. Ces thèmes-là sont à travailler de façon prioritaire pour améliorer ma satisfaction générale afin de retenir mes clients. Dans la partie en dessous, donc à gauche, en bas, ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles négatifs, c'est-à-dire une faible volumétrie corrélée à une forte insatisfaction. Ça, ce sont des chantiers à travailler, mais de façon moins prioritaire que ceux qui sont au-dessus, généralement. Tout en haut à droite, on retrouve ce sur quoi il faut capitaliser. En l'occurrence, ce sont des signaux forts positifs, à forte volumétrie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'interaction avec le livreur, et une forte satisfaction. Ce sont les raisons pour lesquelles mes clients me plébiscitent. Ils peuvent représenter un avantage concurrentiel afin d'acquérir de nouveaux clients. Enfin, dans la partie maintenir, ce sont des signaux faibles positifs, c'est-à-dire qu'ils sont positifs, mais ils ont été cités par peu de personnes.
Généralement ici, je dois rester sur ma lancée, mais il n'est pas nécessaire d'intervenir, en tout cas pour le moment. Sur ma matrice, je constate d'abord que les interactions avec le livreur, par rapport aux autres thèmes, sont un signal fort positif. Ça confirme ce que j'ai relevé précédemment dans les autres tableaux. En revanche, la thématique planification de la livraison, qu'on peut voir ici, se situe dans la zone rouge « Agir vite ». Ça signifie que mes répondants sont massivement insatisfaits de cette étape de mon parcours client. On va alors cliquer et zoomer pour creuser sur le thème de planification de la livraison. Alors, automatiquement, ça nous affiche 4 sous-thèmes. Le créneau horaire, la prise de rendez-vous, le serveur vocal ou encore le report de la livraison. Les thèmes et les sous-thèmes ici sont identifiés par le moteur d'analyse sémantique, lequel est piloté par nos experts linguistiques. L'organisation même de ces thèmes et de ces sous-thèmes peut être complètement adaptée et c'est en général à valider avec nos clients. C'est quelque chose de complètement évolutif. Par exemple, on va le faire évoluer tout au long de la vie d'un projet. Et quand il y a eu les changements sanitaires liés au Covid, et il y a un impact sur les livraisons, toutes ces thématiques ont dû forcément être révisées à ce moment-là. Cliquons maintenant là, non plus sur les cercles, mais sur une autre fonctionnalité qu'on a appelée ici les diagrammes, pour montrer par une autre représentation la force et l'impact que peut avoir le créneau horaire. Je vais revenir un petit peu en arrière là, sur les cercles. Sur les cercles, on voit en effet que le créneau horaire est impactant, mais le diagramme montre bien à quel point la volumétrie ici diffère. Non seulement c'est un de ceux qui amène le plus d'insatisfaction, on aurait pu parler aussi du report de livraison qui amène beaucoup d'insatisfaction, mais là, la masse des personnes qui nous en parlent, c'est quand même 599 verbatim sur 630, et ça nous indique que c'est un irritant majeur. On va donc cliquer directement dessus. Je retrouve la même page d'accueil que celle qu'on a vue précédemment, mais ça concerne cette fois uniquement les personnes qui nous parlent du créneau horaire. Je vais aller un peu plus en bas pour vous montrer les principales émotions qui sont reliées à tout ça. On sait maintenant que le créneau horaire est évoqué négativement et tout nous le confirme ici. Mais qu'est-ce qu'on en dit exactement ? Le diagramme circulaire, ou le graphique sectoriel ou le camembert, qui est affiché ici, nous donne des informations comme quoi les émotions qui sont reliées au créneau horaire, c'est la contrainte, la confusion, l'inadaptation, l'insatisfaction, la difficulté, l'indisponibilité. Ça, ce sont les principales raisons de la négativité. Comment comprendre ces différentes informations ? Alors, on va cliquer tout simplement ici sur « Contrainte ». On accède alors aux commentaires qui évoquent la contrainte à l'intérieur du créneau horaire. Donc, comme vous voyez là, à chaque fois, on explore véritablement la notion. On va pouvoir lire quelques commentaires, par exemple. Alors, ils risquent d'être affichés un peu petits pour vous, mais on va par exemple avoir « J'ai été bloqué pour mon cas une journée ». Le transporteur décide des horaires unilatéralement. Il n'est pas possible d'être chez soi de 11h à 13h en semaine, par exemple. Ou des horaires plus souples et moins imposés. Les articles sont trop restreints. Obligé de rappeler, plus de flexibilité. J'ai dû prendre un jour de congé. Tous ces éléments nous permettent de visualiser, évidemment, les contraintes que ça peut avoir, puisque nous sommes véritablement ici sur la contrainte. Et si on descend un peu plus et qu'on va sur la partie confusion, pour donner un autre élément, ici on nous dit « L'information est mal faite. Faudrait sinon un horaire plus précis. Avertir de l'annulation. Je n'ai pas été averti du créneau de livraison. Je n'ai pas été tenu informé du créneau fixé. » Donc là, on s'attache véritablement à avoir les éléments qui ont amené de la confusion chez les personnes. Il y a d'autres signaux forts négatifs. On pourrait parler du soin apporté au colis. On pourrait avoir les émotions liées à la détérioration, par exemple, sur des colis abîmés, en mauvais état, qui auraient été endommagés, etc. Et pour ces éléments-là, on pourrait avoir des actions possibles comme mieux former les livreurs à la manutention, peut-être. Être plus attentif à l'entreposage dans les camions. Ou encore mieux protéger les colis. Et je peux aussi faire la même chose, évidemment, pour les signaux forts positifs. Donc là, on va retourner sur nos thèmes de façon générale. Donc sur ces thèmes-là, on a vu qu'il y avait des éléments, en effet, qui étaient positifs. Alors on va directement les charger de cette façon. Pour la partie livraison, et en l'occurrence l'interaction avec le livreur, on va cliquer. Alors, on peut le faire directement dans la matrice ou depuis ici.
On va vous montrer un peu la matrice. Donc, en sélectionnant les verbatims positifs, on va voir ce qui est important. Par exemple, pour nos clients, dans ce cas-là, on n'a mis que des éléments positifs. Vous avez vu, j'ai peut-être été un peu vite, mais j'ai sélectionné uniquement les verbatims positifs, ce qui me fait forcément ce type de graphique-là. Donc, en cliquant ici sur le comportement du livreur, je vais afficher des éléments à vocation positive de façon à comprendre quelles sont les émotions qui animent mes clients par rapport au comportement du livreur. Et là, ce que l'on voit remonter, c'est la sympathie, la satisfaction, la perfection, les compétences, la gratitude, etc. Et ce que j'en déduis, moi, directement ici, c'est qu'il s'agit des qualités humaines et professionnelles qui représentent un point d'enchantement majeur pour mes répondants. À ce moment-là, il s'agit d'une thématique sur laquelle je peux capitaliser, une thématique sur laquelle je peux donc communiquer, une thématique sur laquelle je vais peut-être prévoir mes futurs recrutements. La présentation qu'on voulait vous faire montre surtout un aperçu rapide des possibilités offertes par cet outil d'analyse sémantique. En fonction d'ailleurs du contexte, bien évidemment de vos enquêtes, de vos parcours clients, de vos préférences, on peut privilégier d'autres axes. Ce qu'il faut constater, et ça on l'avait vu tout à l'heure, c'est que c'est un véritable complément de l'information aux questions fermées telles qu'on peut avoir en affichant des CSAT, voilà, comme vous le voyez ici, un NPS, un taux de réponse, un CES, etc. Il y a vraiment un complément très puissant, puisqu'on va descendre dans la data pour comprendre véritablement ce qui anime vos clients, nos clients, directement. Ce sont vraiment des points très importants. Je vous propose de revenir sur la partie du plan d'action. On va récupérer des données via l'outil. On a pu identifier dans ce que je vous ai montré précédemment des chantiers prioritaires et il ne nous reste plus qu'à construire le plan d'action. Pour ça, le mieux, c'est de créer un document de référence qui recense de manière claire, précise, intuitive et visuelle les données et les actions qu'on va pouvoir mener. On peut s'appuyer sur des captures d'écran, des exports de données disponibles dans mes tableaux de bord. En termes de recommandations, on peut aussi utiliser tout simplement un format qui va être adapté visuellement pour montrer les informations sur une seule et même page. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Dans cette représentation-là, on a choisi de récupérer notre Net Promoter Score, notre évolution de la satisfaction dans le temps, si on est sur un projet en continu, le nombre de commentaires dans les corpus, bref, toutes les données quanti qui permettent de contextualiser l'interprétation des données quali. Pour visualiser ces chantiers prioritaires, les signaux forts, négatifs et positifs, on a plusieurs solutions. La matrice, comme je vous l'ai montré précédemment directement dans l'outil. On peut aussi afficher un tableau synthétique des tendances thématiques. Voilà, comme c'est le cas ici, on va retrouver nos thèmes majoritaires, en l'occurrence sur les 2 premières lignes, le comportement du livreur et les créneaux horaires. Alors comment on peut construire un plan d'action avec ça? Le mieux, c'est souvent de reprendre les 4 axes que vous retrouvez dans la matrice de satisfaction pour identifier clairement quels sont vos projets prioritaires. Donc on le rappelle, agir vite, ce sont les signaux forts négatifs, forte volumétrie, forte insatisfaction. Et dedans, on va retrouver la planification de la livraison, le créneau horaire et en deuxième temps, le transport des colis, le soin apporté aux colis. Sur surveiller, on va retrouver les signaux faibles négatifs, la faible volumétrie avec de la forte insatisfaction. Donc dans notre exemple, on trouvera les délais de livraison et la communication, ou la joignabilité avec le service client. Dans maintenir, les signaux faibles positifs, qui sont donnés peu souvent mais avec une forte satisfaction, on pourrait retrouver ici la qualité du produit, si c'est un produit qui vous appartient évidemment. Capitaliser, les signaux forts positifs, forte volumétrie, forte satisfaction, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, dans lequel on a zoomé, c'est-à-dire les interactions avec le livreur ou encore le comportement du livreur. Le but, tout simplement, c'est d'être capable de détailler les informations clés des thèmes majoritaires et prioritaires. En l'occurrence ici, on va mettre le focus sur agir vite, le créneau horaire, et capitaliser le comportement du livreur. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va juste s'attacher à vous en montrer 2. C'est évidemment une proposition de présentation, une suggestion, on va dire. Alors, priorité numéro 1, le créneau horaire. C'est un signal fort négatif et on choisit de mettre directement des exemples pour illustrer les opinions des personnes, qui sont également regroupées dans le petit graphique en bas à gauche.
qui répertorie les principales émotions, contraintes, confusion, etc. L'objectif, c'est d'illustrer ces deux émotions ou opinions qui reviennent le plus par 3 ou 4 verbatims assez représentatifs. En l'occurrence sur la contrainte, des horaires plus souples et moins imposés, plus de flexibilité dans la prise de rendez-vous, on m'a d'abord imposé une tranche horaire sans me demander si ça me convenait, ou alors sur la confusion, des heures de livraison moins approximatives, des créneaux horaires trop larges, essayer de donner des horaires plus précis, repréciser le créneau horaire, etc., etc. En lisant tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Quelles actions et recommandations on peut développer? Mais c'est assez intuitif une fois qu'on a mis le nez dans toute cette masse de données sur laquelle on a pu zoomer, dézoomer pour comprendre les choses. Puisque finalement, le créneau horaire génère de la contrainte. Mais il faudrait peut-être l'assouplir. Assouplir l'étape de la détermination du créneau. Par exemple en donnant davantage de choix ou en permettant de décaler la livraison. Oui, parfois, certains sites nous proposent des livraisons en 24 heures, par exemple. Sauf qu'en réalité, on n'a besoin du produit que la semaine prochaine. Donc on peut tout à fait le décaler dans le temps et être moins dans l'urgence. Sur la confusion, il faut donner davantage de précision sur l'heure exacte de passage. Et sûrement se doter, si ce n'est pas déjà le cas, d'un système de rappel de l'heure de livraison par SMS ou par email, ou d'avoir même une application qui permet de suivre le livreur en temps réel. Il y a plein de possibilités aujourd'hui, notamment dans le domaine de la livraison. Sur le point positif, donc l'opportunité sur laquelle on doit capitaliser, ici c'est le comportement du livreur, ça constitue vraiment un axe de différenciation fort à mettre en avant pour votre société, et bien ça va permettre de capitaliser en se basant uniquement sur le degré de satisfaction qui est lié, et essentiellement sur les émotions concrètes exprimées par vos répondants. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'était surtout les qualités humaines et professionnelles des personnes qui étaient mises en avant. Qualité humaine, la sympathie, la satisfaction, qui aussi peut être reliée aux qualités professionnelles, et les compétences. Donc on va choisir d'illustrer là aussi par quelques verbatims. Pour la sympathie, RAS, rien à signaler, très bonne prestation et livreur agréable. Les livreurs étaient très gentils et agréables, livreur très aimable, très serviable, félicitations pour la qualité du service, merci. Ou encore des commentaires qui évoquent la compétence. Les livreurs ont été très professionnels et très aimables, personnel aimable, efficace et compétent, 2 livreurs très compétents, à féliciter pour son professionnalisme, etc. Là, il s'agit de valoriser les qualités humaines et professionnelles des livreurs. Et dans un métier comme la livraison, ça peut servir à acquérir de nouveaux clients. Et ça peut aussi servir, pourquoi pas, pour une campagne de recrutement qui montre que l'entreprise non seulement tient à ses clients, mais aussi qu'elle met tout en œuvre pour faire que les qualités humaines des livreurs soient bien connues et reconnues de la part des clients. Comme ça, les livreurs vont trouver du sens dans leur travail et on sait combien le sens est devenu une notion très importante dans le travail au sens large, mais surtout pour tous ces secteurs. Donc voilà les grands éléments qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Je vais maintenant regarder s'il y a des questions. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écrire vos questions, hein, et puis si vous avez des suggestions, des remarques, ou si le sujet vous a interpellé, évidemment c'est un sujet intellectuellement très intéressant puisqu'on creuse vraiment dans les émotions de vos répondants, donc de vos clients même. Alors, on nous dit aujourd'hui déjà équipé de Vocasa Émotion est-il un outil complémentaire? Oui, oui, tout à fait. Alors, soit ça peut être un outil directement inclus dans votre solution par rapport à ce que vous aviez choisi au démarrage, soit c'est un outil et un module complémentaire qui peut s'ajouter à Vocasa tel que vous l'avez. Donc oui, oui Tiffany, et on pourra prendre le soin de regarder tout ça avec vous. Ce sera un outil complémentaire dans votre cas. Quelle source de données utilisez-vous pour la collecte de données? Alors là, ce sont forcément vos données clients. Qu'elles soient des sources externes ou que ce soit des sources que Vocasa collecte directement, parce que c'est aussi un outil de collecte. Donc toute source est possible, que ce soit des sources de bases de données, des sources type fichier plat, fichier Excel. Anne-Françoise, pour souscrire cette solution, faut-il avoir suffisamment de verbatim pour que ce soit pertinent? Alors ça dépend. En effet, oui. Si vous avez 10, 20, 30 ou même 100 verbatim, c'est pas suffisant. Mais dès que vous avez plusieurs centaines ou plusieurs milliers de verbatim, là, ça commence à être très intéressant et avoir du sens. Ouais, je pense avoir répondu à toutes les questions. Voilà.
Alors, on voulait vous faire une dernière petite slide pour tout d'abord vous remercier de votre fidélité sur notre chaîne. Que grâce à vous, on est devenu la chaîne numéro 1 de la relation client avec plus de 50 webinars joués ces dernières années et plus de 13 000 abonnés, dont vous faites partie, j'imagine. Aujourd'hui, une page se tourne parce que c'était le dernier webinar de Vocasa sur la plateforme et on tenait vraiment à vous remercier tous, très sincèrement, pour tous ces moments de partage et d'échange qu'on a pu avoir durant toutes ces sessions. Vous pourrez retrouver plein de contenus sur notre site internet, sur notre Resource Center. Je pense qu'Alice et Johan vont vous mettre quelques liens. On a fait de super nouveaux contenus qui, j'espère, seront utiles à tous nos contacts et tous nos clients. En attendant, j'espère que vous avez pu apprendre et partager de nombreuses informations sur des sujets qui nous passionnent et qui nous animent au quotidien. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et qui sait, peut-être à bientôt. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.